Bonjour tout le monde et bienvenue sur CEDH France où on va parler de la Coupe d'Europe de commandeurs compétitifs. Donc pour info, il y avait une Coupe d'Europe commandeurs compétitifs à Lisbonne cette année et l'année prochaine elle est déplacée, a priori elle sera en Allemagne. Donc ils vont voir comment ils organisent tout ça. Ce qui veut dire que sur le Discord CEDH France on se dit tiens, ça pourrait être cool quand même que l'année prochaine les Français se déplacent, se qualifient et aillent contester un peu le titre de champion d'Europe en commandeur compétitif. Ça pourrait être sympa. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour l'occasion, on va vous présenter un petit peu, mais c'est quoi les decks de la méta. Puisque jusque-là, vous avez fait quelques vidéos de gameplay, et c'est cool, mais ça nous prend énormément de temps de montage, et ça vous permet pas forcément de découvrir comment marche le format, quels sont les decks les plus populaires, comment est-ce qu'ils fonctionnent, etc. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, où on va regarder un peu ce top 8 et regarder un des premiers decks. Le premier deck aujourd'hui sera donc Blue Farm, c'est-à-dire Chrome et Timna. Donc, pour le top 8, pour info, on a Chrome Timna, Kinan, Kenris, Trazios Timna, Rograxilas, Diada, Kinan, Master of Keys, petit nouveau là de Innsmouth, pas Innsmouth, du Dustmorn, voilà, je vais y arriver. Ah, c'est Lovecraft qui me perturbe le cerveau. Chrome Timna, Yidris, Trazios Timna, Chrome Timna, Trazios Timna, Chrome Timna, Kenris. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de bleu noir ici, il y a beaucoup de partenaires et c'est normal, c'est vraiment à quoi ressemble le metagame en ce moment. Et on va pouvoir en parler aussi. Et sans plus tarder, premier deck. Alors, Blue Farm, l'idée c'est que c'est. Donc, le principe de farm, c'est de farmer, d'accumuler des ressources. Et on est là vraiment sur un deck d'accumulation de ressources le plus pur. Il y a deux commandants qui font les deux de la value. Timna, on va pouvoir le poser assez tôt. Et on va le poser avec des créatures qui peuvent attaquer, genre Mockingbird, Dragon's Rage Channeler, Ragavan, ce genre de trucs là. On va essayer de connecter avec Timna et des créatures, si possible sur les 3 joueurs, mais bon, plus souvent on arrive à connecter sur un ou deux joueurs par tour, ce qui est déjà pas mal. Et à chaque fois, Timna va nous faire piocher pour chacune des créatures qui connectent sur un joueur différent. C'est-à-dire que potentiellement Timna nous fait piocher 3 cartes par round, et le plus souvent, c'est plutôt une ou deux cartes par round, mais c'est vraiment assez régulier d'arriver à toucher deux joueurs. Dans une méta où il y a un peu plus de créatures, ça devient plus complexe. Mais c'est là où justement le second commandant est intéressant, c'est Chrome. Chrome, il est gros et il peut passer. Ce qui veut dire que justement, une fois que vous avez Chrome, vous avez de plus en plus de chances d'arriver à passer sur un ou plusieurs joueurs à chaque tour. Et Chrome lui-même dit que à chaque fois qu'un adversaire lance son second spell, son second sort à chaque tour, vous piochez une carte. Ce qui veut dire que ce qui est assez facile avec Chrome, c'est pendant chacun des tours de vos 3 adversaires de piocher une carte, puisque ce joueur a joué 2 cartes. Et à un moment, pendant le tour d'un adversaire, il y a une bataille de contre, ou pendant votre tour, et il y a un joueur qui joue 2 spells et vous repiochez une carte. Donc c'est assez facile pour Chrome de piocher 2 à 4 cartes par round. Et ça c'est très fort, ça veut dire qu'avec vos deux commandants, vous pouvez assez facilement piocher 4 à 7 cartes par round voilà, là-dessus, et accumuler pas mal de ressources. C'est important parce que ça veut dire que c'est un deck avec lequel vous allez avoir souvent 7 ou plus cartes en main au début de votre tour. Euh, donc vous allez pouvoir transformer ça en jouer un land par tour, jouer du fast mana et avoir toujours plus de ressources. C'est-à-dire que c'est vraiment un deck qui est pensé pour que vous puissiez prendre l'avantage dans le sens où vous avez plus de mana et plus de cartes que le reste de la table. Et donc vous allez avoir des bonnes chances en late game. Ça c'est un premier truc. Hum, En dehors de ça, c'est un deck 4 couleurs. On a blanc, noir, bleu, rouge. Et ça nous permet d'avoir accès à beaucoup de qualité de cartes. En fait, c'est surtout ça déjà. Et beaucoup de fast mana. Comme vous le savez sûrement, Mana Crypt et Dockside Extortionist ont été bannis. Ça a été un nerf du deck. Mais l'accès à 4 couleurs donne encore beaucoup de choix de rampe. C'est-à-dire qu'on a rien qu'en créature Loto, Simian Spirit Guide et Ragavan. On va pouvoir enchaîner sur Jeska's Will, Rite of Flame. On enchaîne encore une fois sur Cabal Ritual, Dark Ritual, Culling Ritual, Reign of Filcisi, qui sont des éléments qui servent notamment à partir en Storm, où c'est pas grave si on commence à sacrifier nos commandants et ce genre de choses, si on est en train de payer pour un Ad Nauseam qui va nous gagner la partie. On a bien sûr plein de cailloux, avec Arcane Signet, Chromox, Fellwarstone, Lion's Eye Diamond qui est surtout là pour Underworld Bridge, sinon on va pas trop l'utiliser parce que notre main de cette carte, on va falloir la garder. Lotus Petal, Mana Vault, Mox Diamond, Mox Opal, Sol Ring, et Smothering Ties. Alors, là-dessus, c'est donc un deck qui va pouvoir accumuler beaucoup de ressources. La seconde qualité du deck, c'est de pouvoir jouer des win cons de très haute qualité.
Donc Underworld Breach, si vous ne connaissez pas la combo Underworld Breach, l'idée c'est que je vais essentiellement essayer d'assembler Underworld Breach, Lion's Eye Diamond et Brain Freeze qui doit être quelque part par ici. Voilà. La manière dont fonctionne la combo. Je joue Underworld Breach. Je fais une bataille de contre pour arriver à résoudre ma Underworld Breach. C'est bon, elle est en jeu. Je sac mon Lion's Eye Diamond. Je vire toute ma main, mais maintenant c'est pas grave parce que ma main, je vais pouvoir y accéder depuis mon cimetière. Et j'ai rempli un peu plus mon cimetière en défaussant ma main, ce qui veut dire que je vais pouvoir payer le coût d'escape. Parce que Underworld Breach nous autorise à jouer des cartes de notre cimetière en payant leur coût normalement, mais en payant en plus le coût d'exiler 3 cartes de notre cimetière. Donc c'est aussi un petit peu la limite là-dessus. Vous ne pouvez pas jouer des cartes de votre cimetière à l'infini, puisque vous allez devoir exiler à chaque fois 3 cartes de votre cimetière. Donc à un moment, vous l'aurez vidé. Et la seconde faiblesse de Underworld Breach, c'est qu'à la fin de notre tour, on doit la sacrifier. Donc ce qu'on va faire bien sûr, c'est essayer de gagner pendant notre tour. Une fois qu'on a fait notre bataille de contre, qu'on a résolu Breach, qu'on a sacrifié le Lion's Eye Diamond, on va résoudre un Brain Freeze. Brain Freeze, on va se cibler soi-même et on va se meuler notre deck. C'est-à-dire que pour chaque sort qui a été joué ce tour-ci, plus le Brain Freeze, on va se meuler de 3. Donc c'est assez facile de se meuler de 30 cartes. À ce stade-là, on peut donc rejouer le Lion's Eye Diamond pour 0 environ 3 cartes, mais c'est pas grave, on en a meulé 30. On va refaire du mana. On peut donc se Brain Freeze jusqu'à ne plus avoir de deck. Puis on va Brain Freeze les autres adversaires jusqu'à ce qu'eux non plus n'aient plus de deck. Et à ce stade-là, on peut leur dire bah, vas-y, joue, je te regarde. Et ils vont essayer de piocher dans leur bibliothèque vide et perdre la partie. Donc ça, c'est la première ligne de combo. Ce qui est assez intéressant là-dessus, c'est que d'une part, il y a moyen de trouver des remplacements. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser Roue de la Fortune pour vous défausser de votre main, piocher cette carte et donc remplir votre cimetière et creuser dans votre deck. Et c'est une autre manière d'alimenter votre cimetière que Brain Freeze. Donc si vous n'avez pas Brain Freeze, vous pouvez passer sur Wheel of Fortune ou Windfall et ça peut marcher. Si vous n'avez pas la Lion's Eye Diamond, potentiellement vous pouvez passer sur une Jeska's Wheel qui va vous révéler des cartes et vous donner un certain nombre de mana en fonction du nombre de cartes de vos adversaires. Donc vous pouvez partir en combo, à la place d'avoir la Lion's Eye Diamond et Brain Freeze, vous commencez à partir avec Jeska's Wheel et Wheel of Fortune et vous creusez dans votre deck jusqu'à trouver la suite. Donc c'est une combo qui est assez flexible, qui se base largement sur Underworld Breach, qui en plus de base est une très bonne carte de value, c'est-à-dire que vous voulez rejouer des cartes de votre cimetière, c'est pratique. Une fois qu'elle est résolue, c'est difficile de vous contrer parce que vous avez de nouveau accès à tous vos contres du cimetière. C'est vraiment très embêtant. La seconde combo très efficace du deck, c'est Tassa's Oracle. Donc Tassa's Oracle, Oracle de Tassa, pour 2, c'est une 1-3. Quand elle arrive en jeu, vous regardez votre top X, X étant votre dévotion en bleu, donc le nombre de mana bleu, d'icônes de mana bleu sur vos permanents. Vous en mettez une au-dessus, le reste en dessous. Et il se trouve que si X est supérieur ou égal au nombre de cartes dans votre deck, vous gagnez la partie. Donc ce qu'on va faire bien sûr, c'est essayer de retirer notre bibliothèque de la partie en réponse au trigger de Tassa. Donc on joue Tassa, Tassa arrive en jeu, trigger dans la pile. En réponse, on va lancer un Tainted Pact par exemple. Tainted Pact, c'est une carte qui dit je retire la carte du dessus de mon deck. Et maintenant, c'est la deuxième fois que je révèle une carte identique je m'arrête de force, je prends cette carte dans ma main et mon pacte s'arrête. Soit je décide de m'arrêter, je dis bah tiens, cette carte me plaît donc je la mets dans ma main. Soit je continue et je continue à m'exiler des cartes de mon deck. Donc de base, c'est un tutor un petit peu dangereux, c'est-à-dire que je peux exiler plein de cartes de mon deck pour trouver une solution à un problème. Mais ici, ce que ça permet de faire, c'est, vu que toutes les cartes du deck sont différentes, même les terrains, je vais pouvoir prendre mon deck, hop, je le fous en exil, et maintenant je peux montrer que effectivement ma bibliothèque est vide. Donc a priori, si personne ne réagit à mon trigger de Tassa, j'ai gagné la partie. Donc ce qui se passe habituellement, c'est que les gens ne contrent pas Tassa's Oracle, parce que si on arrive à contrer le Tainted Pact, on peut potentiellement le laisser résoudre le Tassa's Oracle, puis le Tassa il est là on board à faire en fait je vais juste faire un scry et je sers pas à grand chose, et on a contré le plus dangereux que le Tainted Pact. Donc au moment où vous lancez le Tainted Pact, votre adversaire va essayer de contrer, trouver un truc contre le Tainted Pact, et là vous bataille de contre comme d'habitude, et si vous remportez, votre bibliothèque est exilée, le trigger de Tassa se résout et vous gagnez la partie. Donc c'est deux combos qui sont très compacts, très efficaces, qui demandent peu de mana, qui sont flexibles. On peut remplacer Tainted Pact par Demonic Consultation qui est ici, qui dit je choisis un nom de carte, j'exile mon top 6. S'il est dedans, j'exile tout mon deck, et sinon j'exile jusqu'à révéler ce nom de carte.
Et donc typiquement, je vais nommer une carte qui n'est pas dans le deck, genre tu es déjà mort. Je vais exiler tout mon deck et même résultat. Et le reste du temps, ce que ça permet, c'est si je dois trouver ma Force of Will, parce que c'est ça qui va faire qu'on survit dans la situation, je n'aime Force of Will, je prie pour qu'elle soit pas dans mon top 6, et ensuite je prie pour que j'exile pas trop de cartes en cherchant ma Force of Will. Donc ce qui est intéressant là-dessus, c'est que au pire des cas, c'est un tuteur risqué pour nous sortir de situations où on allait perdre, et au meilleur des cas, c'est une condition de victoire en seulement 2 cartes et 3 mana, parce que Demonic Constellation c'est 1 mana noir et Thassa's Oracle c'est 2 mana bleus. Ce que ça permet, c'est que le deck est donc très flexible. La troisième qualité du deck, c'est qu'on a accès à beaucoup de capacités de tutor. On a Demonic Tutor, Diabolic Intent, Gamble, Imperial Seal, on a Vampiric Tutor. Donc on a pas mal de tutors de très haute qualité qui nous permettent d'assembler un combo Mystical Tutor, Intuition, Enlightened Tutor, vraiment plein de tutors très très forts pour trouver les meilleures cartes de son deck et être capable d'avoir une grande capacité à assembler le combo. Donc entre la pioche très efficace et les tutors et les wincons très efficaces, déjà on a un truc vraiment fort. Ensuite, il faut comprendre que la méta actuelle, il y a vraiment des cartes qui sortent du lot, qui sont bien meilleures en termes de capacité à accumuler de la value pour submerger la table et l'emporter. Ces cartes, c'est typiquement Rhystic Study qui dit que pour chacun des sorts que vos adversaires jouent, les 3 joueurs en face, soit ils doivent payer un de plus, soit vous piochez une carte. Ça va être dur, surtout s'il y a une bataille de contre, si quelqu'un essaie de partir en storm, etc., si quelqu'un essaie de turbo, de payer tous les triggers de Rhystic Study. Donc si vous la résolvez, vous allez souvent piocher un certain nombre de cartes. Et bien sûr, l'idée pour vos adversaires, c'est d'arriver le plus possible à payer, sinon vous allez partir avec la partie. On a Rhystic Study, mais on a aussi Mystic Remora. C'est pour un bleu avec entretien cumulatif de 1. Donc à chacun de mes entretiens, je vais devoir payer 1, puis 2, puis 3, puis 4, etc. C'est de plus en plus cher pour garder ma Mystic Remora. Mais tant qu'elle est là, à chaque fois qu'un adversaire lance un sort non créature, ce qui est l'essentiel des sorts en commandeur compétitif, soit il paye 4, ce qui est impayable. C'est rare qu'une personne puisse payer pour Mystic Remora tellement c'est cher. Soit vous piochez une carte. On va avoir Smothering Task, qui est qu'à chaque fois qu'un adversaire pioche, il faut qu'il paye 2, sinon vous gagnez un trésor. Ce qui est un super moyen de profiter d'un adversaire qui aurait Rhystic Study ou Mystic Remora, parce qu'à chaque fois qu'il pioche, vous chopez un trésor. Mais on a aussi Nécropuissance, qui dit vous payez X points de vie, vous exilez X cartes, et à la fin de votre tour, vous les mettez dans votre main. Et après, par exemple, si vous défaussez des cartes, elles partent dans votre exil, donc il faut faire un petit peu gaffe là-dessus. Mais ça vous permet assez facilement de dire tiens, je vais piocher 15, sculpter ma main, comme ça au prochain tour je pars en combo par exemple. On va avoir Ad Nauseam. Là-dessus, vous allez voir, il y a un certain nombre de cartes un petit peu chères. Il y a pas mal de trucs qui coûtent 3, 5. Il y a du Fast Mana qui a été banni. Donc de plus en plus, Ad Nauseam, avant on pouvait le résoudre pendant notre tour et dire vas-y, je résous Ad Nauseam. Et j'aurais, malgré le fait que je viens de payer 5, j'aurais assez de mana révélé dans les cartes que j'ai chopées, des Dark Rituals, etc. pour continuer à partir en combo dans la foulée. Aujourd'hui, c'est un peu plus dur parce que justement, il y a beaucoup de choses qui ont été ban. Le deck a des coûts de mana un peu plus élevés. Donc, on va plus souvent dire tiens, à la fin du tour, juste avant le mien, je joue Ad Nauseam, je me prends 25 points de dégâts dans la tronche, je pioche une vingtaine de cartes. Et maintenant, je dégage avec tous mes terrains, je pioche ma carte et je vais partir en combo avec toutes ces ressources-là. Et là, c'est beaucoup plus facile. Donc maintenant, ce qui se fait beaucoup plus, c'est de résoudre Ad Nauseam en fin de tour. Donc ça nous fait des cartes de value très très puissantes. On a des one card combo, c'est-à-dire que intuition, je peux aller chercher avec potentiellement le typique, c'est d'aller chercher 3 cartes parmi Sevin's Reclamation déjà, qui va nous permettre de récupérer les cartes qu'on ne nous aurait pas laissé avoir. Underworld Breach, qui est notre carte de combo, et suivant ce qui nous manque ou ce qui est le plus problématique dans la situation, soit Brain Freeze, soit Lion's Eye Diamond, et je vais partir en combo Breach. Donc intuition, ça dit fin de tour, je chope tous les morceaux de ma combo Breach et à mon tour je pars en combo, et voilà, ça m'a nécessité qu'un seul tutor pour trouver ma combo en entier, ce qui est encore une fois très fort. Ça veut dire que parfois on va avoir 0 morceau de combo en main, mais ce qu'on va faire, c'est Demonic Tutor à notre tour pour intuition. À la fin du tour, juste avant le nôtre, on fait intuition, on chope toute la combo Breach, et à notre tour, on part en combo Breach. Donc ça, c'est vraiment extrêmement flexible. Il y a une capacité du deck à accumuler, à mettre en place des combos de très haute qualité qui est très forte. Mais il y a aussi accès au blanc. Le blanc qui est très important en ce moment, puisque en gros,
un metagame où tout le monde joue Chrome, Tymna, puis vous avez vu, il y a des Kinan, des Kenris, des Trazios Tymna, tout le monde a des engines de value de malade mental, tout le monde joue Ristic Study, Mystic Remora, Smothering Tiles, etc. Donc, ce qui est difficile, c'est que oui, bien sûr, vous avez une énorme capacité à accumuler une masse de ressources complètement scandaleuse, mais potentiellement vos adversaires aussi à la table. Le risque, le pire qui peut vous arriver en CEDH, c'est vous essayez de partir en combo pendant votre tour, vous dépensez toutes vos ressources, vous êtes nus, vos adversaires se sont démenés avec leurs contres divers et variés et ils vous ont stoppé. Donc là, à ce stade-là, vous devez dire passe mon tour, je n'ai plus de ressources. Le joueur d'après, qui lui aussi avait beaucoup de ressources, peut-être même qu'il avait une Ristic Study et qu'il a pioché plein de cartes pendant que vous essayez de partir en combo. Et là, ce joueur-là, maintenant que tout le monde est épuisé à la table, que plus personne n'a de mana ni de contre, bah, il part en combo et vous avez l'air bête. Donc, un truc très fort quand c'est comme ça, c'est de très bien lire la table, de regarder les signaux à la table pour jauger, bah là, est-ce qu'ils ont encore des ressources? À quel point est-ce qu'ils ont encore des ressources? Est-ce que je pense que je peux... quel est mon degré de certitude dans ma capacité à partir en combo sans être stoppé? Et si je ne suis pas certain, peut-être que je vais continuer à prendre mon temps et faire de la value et attendre un tour de plus pour me préparer et être sûr. Donc, trouver ma bonne fenêtre. Mais un autre truc, c'est soit, première chose, d'avoir un effet silence. Donc on a silence, on a grand abolisher qui est ici. Et on a Ranger Captain of Eos, mais aussi Teferi Time Raveler. Donc on a 4 effets de type silence qui disent moi je peux jouer tous mes sorts et faire ma vie et partir en combo, mais vous ne pouvez plus m'interrompre. Ça c'est assez important puisque l'idée c'est comment est-ce que vous savez que vous êtes free pour faire votre vie ce tour-ci? Et ça, c'est des cartes qui vous permettent de jauger. Là, je lance mon silence. Je vois s'il y a, par exemple, un contre. Je peux jauger, en fait, à quel point est-ce que je peux commit des différentes réponses, etc. Et en fonction des conversations à la table, si les gens disent « Oh là là, moi j'ai rien, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la merde, etc. » En fait, vous avez votre signal de « Ok, je peux partir. » Parce que les gens, ils commencent à verbaliser qu'ils ne sont pas confortables pour me stopper. Donc, j'ai d'autant plus de signaux positifs. Donc, on me met un contre sur silence, je contre moi aussi. On me remet un contre, je recontre aussi. C'est fini. J'avais eu le signal que c'était les 2 derniers trucs qu'ils avaient et maintenant ils sont épuisés. Et je pars en combo. Mais ça se trouve, vous allez lancer votre silence. Et la table a l'air vachement confiante en elle. Le premier joueur, il demande l'avis de personne. Il est là, genre, contre-sort. Pas de souci, moi je te stoppe. Et là, vous avez votre signal de ça pue. Vous avez mal jaugé votre moment, il y a trop de réactions à la table, les gens sont trop confiants, ça sert à rien de gaspiller vos ressources pour partir en combo. Tant pis, vous laissez le silence mourir et vous dites passe le tour, allez-y, faites vos trucs, partez en combo, épuisez-vous, moi je trouverai ma fenêtre à un autre moment. Donc ça, ces cartes-là, elles sont très bien pour choisir sa fenêtre. Vous avez aussi Valley Flood Color qui dit qu'on peut jouer les sorts non créatures en flash et lui-même a le flash. Et Final Fortune qui vous permet de jouer un tour supplémentaire après celui-ci, mais à la fin de ce tour, vous perdez la partie. Ces 2 cartes servent à partir à un moment où les autres joueurs ne s'y attendaient pas. Donc typiquement, on en a parlé, joueur A a tenté de partir en combo, voilà, votre adversaire A a tenté de partir en combo, et votre adversaire B s'apprête à prendre le tour, et tout le monde est épuisé. On a stoppé le joueur A, mais là, le joueur B est prêt à partir, il va prendre son tour, et s'il prend son tour, il gagne. Et là, vous, ce que vous faites, c'est Final Fortune. Attends. C'est pas ton tour qu'on va jouer après. Pendant que tout le monde s'est épuisé et n'a plus rien qu'ils peuvent faire. En fait, c'est mon tour qu'on va jouer. Donc maintenant, je vais prendre la fenêtre où tout le monde est épuisé et vous pouvez plus me stopper. Et c'est moi qui vais gagner. Donc ça, on peut le faire aussi bien avec Final Fortune qu'avec Valley Flood Color. Et c'est un très bon moyen de s'assurer de trouver les meilleures fenêtres pour partir en combo. Ça fait un petit paquet de qualités. Je fais un petit tour là-dessus. Il y a quelques autres cartes là-dessus. Donc on en a parlé, potentiellement on a des parties qui vont durer où il y a beaucoup de cartes qui vont être jouées. Et ça veut dire que les cimetières vont être très remplis. Une carte comme Mnemonic Betrayal, ce qu'elle permet, c'est de dire on est arrivé au mid-game, il y a plein de cartes dans les cimetières. Donc maintenant il y a suffisamment de cartes dans les cimetières de la table pour que je puisse partir en combo rien qu'avec les cimetières. Donc si je résous Mnemonic Betrayal, c'est une one-card combo. J'ai suffisamment de choses à ma disposition pour que simplement résoudre Mnemonic Betrayal me permette de partir en combo avec les cartes des cimetières de mes adversaires. Potentiellement avec même pas mes combos, mais ceux de mes adversaires.
Donc ça, c'est une autre option qui est très forte à sa disposition. Et au global, le reste des cartes, ce sont des très bonnes cartes de très haute qualité. On est sur 27 terrains, qui est un peu le classique. Pas mal de gens recommandent de monter à 28 suite au ban de Mana Crypt et Dockside Extortionist. Avoir les playtests et la masse de fast mana, etc. du deck. Forcément, quand vous avez 4 couleurs, vous avez accès à plus de cartes pour partir en combo. Et là, on est sur une version de Blue Farm qui reste assez agressive et qui vise la rapidité, puisqu'on a même Rain of Fields et Culling Ritual qui sont voilà, on est prêt à sacrifier des ressources pour obtenir en rapidité et essayer de partir en combo dès les premiers tours. C'est une autre manière de faire. C'est tout bête, mais vous pouvez faire Ragavan tour 1 et tour 2 je le sacrifie à Culling Ritual et je paye mon Anosia, mais je pars en combo par exemple. Et vos adversaires ont joué qu'un tour, vous êtes sur le play, vous avez commencé, hop, Anoseam tour 2 et on y go quoi. Ça peut arriver des situations avec ce deck où on part T1. Voilà, Anoseam c'est une bonne manière de partir en combo tour 1. Donc il y a quand même des possibilités qui sont assez fortes dans ce deck. Et au global, c'est un peu le boogeyman de la méta. Il est considéré comme l'un, si ce n'est le meilleur deck du format en ce moment, pour toutes les qualités que je viens vous décrire. Ça, c'est un des premiers boogeyman. Et on se retrouve prochaine vidéo pour couvrir un autre deck extrêmement fort de la méta du moment.